Ça va les filles? Vous avez vu la conseillère d'orientation? Ouais. C'est bien passé? Ouais, ça allait. Vous avez trouvé un métier à faire alors Non. Ah bon? Et pourtant il y a des super métiers. Dans le corps enseignant, prof, c'est tentant, non? Non, pas. Non? Et dans la médecine? Médecin quoi, docteur, chirurgien, dentiste même? Non? Et banquier, travailler sur les marchés, faire du commerce, c'est bien ça? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous voulez faire alors? Bah, de la télé, comme toi. La télé? Mais c'est pas un métier ça! Et puis vous avez des super notes, vous pouvez choisir un métier. Tandis que moi, avec ça quoi. Hashtag la télé, c'est pas un métier. Voilà, on va lancer un nouveau slogan. Alors, vous avez compris que c'est pas un métier. Surtout, j'ai super mal filmé hier. Hein. Je l'ai fait avec mon téléphone, mon smartphone. Mais il paraît que plus c'est crade, et mieux ça marche sur les réseaux sociaux. C'est comme ça d'ailleurs que vous retrouverez toutes mes petits pré-génériques sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Bonjour Julie. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien. La télé, c'est un métier? Bah oui, quand même, un peu. Un aboutissement, oui, peut-être, effectivement. Quand on le fait avec sérieux. Peut-être un peu ça, quand on fait ça sérieusement, j'ai du mal. Et notre Rafale, qui est quelque part du côté de la Seine-et-Marne. Bonjour Rafale. Ou Val-de-Marne, Val d'Oise. Je vais y arriver, Val d'Oise, voilà. Non mais il va tout rectifier tout à l'heure, vous inquiétez pas. Il y a tellement de beaux départements en Ile-de-France que parfois je m'en mêle un tout petit peu les pinceaux, on le retrouve dans un instant. Bien les amis, c'est la dernière émission avant les vacances scolaires. Et justement, c'est peut-être le moment pour nos adolescentes et nos adolescents de se poser des questions, de savoir ce qu'ils vont faire plus tard. D'où l'orientation. Et pour vous aider à vous orienter, eh bien, on est avec Thibaut Cogent, qui est journaliste à l'étudiant. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, je dirais que ça avance dans le cursus scolaire, le moment où on doit choisir une voie, alors que dans nos têtes, c'est de plus en plus tard. Hein, c'est un peu ça. Il y a un gap. Ouais, c'est un peu ça, là, entre la réalité et le terrain. On doit choisir très tôt pour finalement toujours, parfois, modifier ses choix. Oui, c'est ça, adapter au fur et à mesure. Ouais. Quand c'est possible. Parce que parfois, on est quand même sur des rails, c'est ce qu'on va voir ensemble dans l'émission. Et puis, comme aujourd'hui, c'est vendredi, eh bien, Célia, c'est Mama, elle est sortie. Hein, oui. Vous avez fait encore ça toute la semaine. Toute la semaine. Et vous avez des petits yeux. Ouais, je suis épuisée. Mais du coup, vous allez nous donner des bons plans pour les vacances. Hein? D'accord, génial. Et puis ce matin, eh bien, nous accueillons au moment de se régaler une pourvoyeuse, une dealeuse de choses sucrées, de plaisirs sucrés pour les gourmands. C'est Laura Jane. Bonjour Laura Jane. Bonjour. Et elle est venue avec sa box en sucre qu'elle a. La box est là, on verra ce qu'il y a dedans. Enfin, ce qu'il y a dedans est déjà dehors. Plus ou moins. Hein, vous avez fait les macarons pour nous, là ? Exactement. Avant de les livrer, enfin ceux-là ils ont été livrés directement ensemble, c'est mieux, mais vous les livrez à la demande, à travers les réseaux sociaux. Alors, c'est pas une livraison, c'est tout pour les faire. Tout pour les faire. C'est pas si facile que ça. Hein. Vous livrez le kit. Exactement. Vous livrez le kit. Attention, ouais, il faut. Ça a l'air de rien, mais on va apprendre à faire des macarons ensemble avec Laura Jane ce matin. Allez. On part du côté du Val d'Oise. Si vous ne savez pas où est Méry-sur-Oise, regardez, voyez, on est plein nord hein, par rapport à la métropole parisienne. Et on va retrouver notre Rafale parce qu'il est dans une forêt un peu particulière. Salut Vincent, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien puisqu'aujourd'hui je suis à Méry-sur-Oise dans le 95 et ça ne se voit peut-être pas mais je suis en forêt. Aujourd'hui une petite balade en forêt mais pas n'importe laquelle, une forêt qui est en train de naître. Je me trompe pas Bernard? Tout à fait, oui. Où est-ce qu'on est exactement ici? Vous êtes sur le territoire de la commune de Méry-sur-Oise, une des 7 communes sur lesquelles est implantée la forêt sur ce qu'on appelle l'ancienne plaine de Pierre-les-Bessancourt, Méry-sur-Oise, et qui représente 1350 hectares de plantation. Quelles communes sont concernées? Alors, 7 communes, Méry-sur-Oise, Frépillon, Bessancourt, Taverny, Pierrelet, Herblay, Saint-On-l'Aumône, ce qui s'étale de la Seine jusqu'à l'Oise. C'est complètement énorme et ce qui est inédit, c'est qu'on est en train de faire naître une forêt ici. Pourquoi? Tout à fait, sur l'Île-de-France, c'est pas totalement inédit. Pourquoi? Parce que c'est
terrains sont actuellement pollués, ont été pollués par les épandages de l'agglomération parisienne pendant un siècle, ce qui était très bénéfique pour les sols et pour en faire du maraîchage. Mais aujourd'hui, il y a une dépréciation du sol et qui nécessite d'en faire autre chose. On fait un rééquilibrage. On va planter des arbres ce matin. C'est ce qu'on va faire dans Ensemble, c'est mieux. Est-ce qu'on peut aller faire un petit tour là-bas? Oui, cette année, pour cette saison, nous plantons 20 hectares sur ce secteur. Une année, il a dit. Hein. Pas sûr qu'on arrive à tout faire pendant 1 heure. Hein. Allez, on y va. À tout de suite, Vincent. Merci Raphaël. À tout à l'heure, on ne fait jamais mal quand on plante des arbres, quand on plante de la forêt. D'ailleurs, j'ai une pensée aujourd'hui pour mes amis de la Corse du Sud, du côté du massif de Bavel, là, qui a bien souffert il y a 2 jours avec les rafales de vent et l'incendie qui a rongé ce massif, voilà, de la forêt qui disparaît. Puis aujourd'hui, on a de la forêt qui naît. Voilà, peut-être un petit signe d'espoir. Mes amis, on va immédiatement s'occuper des lycéens et de les aider à s'orienter dans leur choix. Thibaut Cogent de l'Étudiant est avec nous. L'Étudiant, c'est évidemment le journal des étudiants, donc vous êtes en première ligne pour les aider. Tout à fait, on a toutes les infos, on a toutes les références. Oui, parce que parfois c'est un petit peu obscur. Hein. Enfin, je veux dire, les réglementations en matière d'éducation et dans le milieu scolaire, c'est pas toujours très simple. Quand on veut s'orienter, on le sait. Hein. Au moment du bac, en plus, ça pose des problèmes. Ça change souvent avec la réforme du bac, la réforme du lycée qui est arrivée, la façon dont vont s'orienter les... Enfin, comme vous l'avez dit au début, hein, le moment de l'orientation arrive plus tôt, c'est-à-dire que dès la seconde, les élèves doivent choisir des enseignements de spécialité. Comme si on savait déjà ce qu'on voulait faire comme métier plus tard, quoi. Alors, globalement. Ouais, mais ça va pas avoir d'impact forcément sur le métier. En seconde, on leur demandera 3 choix de spécialité. En première, ils devront en garder que 2. Là, le choix est en train de faire. Maintenant, les élèves de première, aujourd'hui, sont en train de réfléchir c'est un entonnoir, à ce sujet. C'est ça, oui. Et puis après, pour arriver finalement avec sur Parcoursup en terminale, où là, on demandera des attendus. L'idée étant d'être 2 choses différentes. L'idée étant d'être le plus efficient possible du point de vue de l'éducation nationale, c'est-à-dire de les orienter en leur enseignant ce qui pourra leur servir plus tard. Mais bon, on va voir ça ensemble, Thibaut. Julie. Et oui, c'est parti pour le casse-tête de Parcoursup. Depuis 15 jours, les élèves de terminale doivent formuler leurs vœux pour leurs études supérieures. Ils ont jusqu'au 12 mars pour faire leur choix. Alors comment, en tant que parents, les aider à trouver leur voie, à choisir celle qui leur convient le plus? Comment aussi faire, et existe-t-il des passerelles ou bien tout choix est-il définitif? Début de réponse en images. C'est un peu plus ce que tu veux faire après ton bac, mon chéri? Non, ça me saoule. Pour les lycéens comme pour les parents, l'orientation, c'est souvent l'angoisse. Avant de faire leur choix sur Parcoursup, seuls 5,9% des lycéens sont confiants et 42,7% sont stressés. Et justement, depuis le 22 janvier, se sont ouvertes les inscriptions sur Parcoursup, la plateforme destinée aux élèves de classe de terminale, aux apprentis, mais aussi aux jeunes qui souhaitent se réorienter. Vos enfants ont jusqu'au 12 mars pour y créer leur dossier et formuler jusqu'à 10 vœux d'inscription dans une université, une école ou une formation après le bac. Et si on les écoute, ce n'est pas vous qui influencez le plus leur choix. Ce sont d'abord des échanges avec des étudiants, puis des recherches sur Internet et enfin des échanges avec la famille. Et oui, pour aider à tracer leur avenir, il n'y a pas que papa-maman. Tonton Michel, la cousine Aglaé ou votre entourage peuvent être très précieux. Tout autant que les conseillers d'orientation, les CIO, les centres d'information et d'orientation ou les divers salons de métiers, forums et autres JPO, journées portes ouvertes. Rien de mieux que d'aller y voir de plus près. Et parents, on y va cool. Votre stress risque plus de les bloquer que de les aider. Il y a de quoi être stressé, parce qu'on sait qu'on joue la vie de nos enfants. Parce que la vie professionnelle, c'est très important dans nos vies. Et parfois, on n'a pas une vision, étant adolescent, de ce qui se passe. Alors, qui dit Parcoursup, Thibaut Cogent, dit parcours. Et un peu steeplechase, quoi. Parcours à obstacles. Est-ce que c'est suffisant, l'accompagnement en seconde de 54 heures, on m'a dit? Alors oui, il y a eu, on a instauré 54 heures d'enseignement en seconde. Ça, c'est en théorie, puisqu'en pratique... c'est pas comme ça que ça se passe. En pratique, il n'y a pas 54 heures d'affilée, évidemment. Et puis surtout, évidemment. Ça fait très longtemps qu'à l'école, au lycée, les profs, même au collège déjà, les profs et les conseillers d'orientation accompagnent les élèves dans leur orientation au fur et à mesure de l'année. Là, avec les fameuses 54 heures, il y a des outils qui ont été mis en place, qui existaient déjà plus ou moins. Les lycées les adaptent un peu comme ils veulent. Et l'idée, c'est qu'on doit aider les élèves à savoir là où ils sont forts, à identifier ce qu'ils veulent faire, et on demande de faire une combinaison des deux.
Tout en sachant qu'aujourd'hui, avec la réforme du bac, on ne sait pas encore comment vont recruter les écoles. Pour les élèves de seconde qui passeront ce nouveau bac, on ne sait pas quels sont les critères de recrutement des écoles. On commence. On commence à savoir. Alors, Depuis ce matin. C'est arrivé là, c'est tout on vous frais. écoute. Alors ça, c'est notre travail justement. C'est une collecte d'informations qui prend du temps parce qu'en fait, toutes les conférences des grandes écoles, les conférences d'écoles d'ingénieurs, des universités, les conférences de doyens, ils sont en train de travailler depuis quelques mois déjà sur les attendus du nouveau bac, donc qui ne concerne pas les terminales d'aujourd'hui, mais les attendus pour la suite. Et finalement, dans la majorité des cas, on ne demandera pas de spécialité particulière. L'idée était de diversifier les profils. Arrivé dans le supérieur, on va avoir des élèves qui viennent de profils différents, d'univers complètement différents et qui vont constituer des classes comme ça. Mais Thibaut, quand on sait que dans 20 ans, 90% des métiers n'existent pas encore parce que liés au numérique, c'est très difficile de les amener dans des filières sans savoir ce qu'il y a au bout, en réalité. C'est aussi pour ça que la diversification des profils est intéressante. Parce que justement, les élèves viennent d'univers différents. On a parlé de passerelles tout à l'heure, il y a des passerelles dans le supérieur qui sont très faciles, de passer d'une formation à une autre. Même une fois, on l'a tous vu, arriver sur le monde du travail, de changer de métier, de réapprendre complètement autre chose, ça arrive assez fréquemment. Toutefois, j'aimerais préciser que sur les spécialités, si la majorité ne prennent pas, même licence santé, la nouvelle licence santé ne prendra pas d'étudiants qui ont fait maths, physique et SVT spécifiquement. D'accord. Après, ça reste une filière scientifique. Oui. Pas par hasard, mais ce ne sera pas un critère de sélection. En revanche, les écoles d'ingénieurs, les prépas économiques et commerciales, les prépas scientifiques demanderont des maths. Là, ce sera un critère de sélection. Avoir suivi des maths au lycée sera indispensable. Mais on a un petit peu l'impression que jadis, en tout cas jusqu'à cette réforme, l'enseignement primaire, secondaire était un socle commun. On apprenait ensemble la même culture et que les études servaient à se spécialiser. Les études remontent de plus en plus dans le secondaire, en fait. De ce point de vue-là, on se spécialise avant d'avoir passé son bac. Pas vraiment. On peut même considérer que c'est un petit... En fait, il faut faire des choix plus tôt, mais les choix peuvent amener... Enfin, les élèves de seconde choisissent de faire des maths et des lettres, ils peuvent. Donc, ils se spécialisent peut-être moins même. Mais vous, le conseil, c'est vraiment de suivre et de faire les spécialités qui correspondent au choix de l'enfant, à ses goûts, et pas forcément déjà de se projeter sur les écoles d'ingénieurs. Par exemple, les maths, est-ce qu'il faut abandonner ou pas les maths, quoi. Si un élève sait qu'il veut aller en école d'ingénieur ou si un élève sait qu'il veut faire des sciences, il faut garder les maths. Et après, affiner le choix avec les profs. En revanche, un élève qui ne sait pas forcément où il veut aller ou qui sait qu'il ne va pas aller vers du scientifique, qui est un peu plus technique que les autres, il va devoir plutôt prioriser ce qu'il aime faire. Comme ça, il sera motivé à aller en cours, motivé à travailler, et il aura des bons résultats. Parce que ce qui comptera sur Parcoursup, une fois qu'il mettra ses notes, c'est les notes. C'est pas la spécialité. Un 15 en SES ou un 15 en maths, ça aura la même valeur, en fait. C'est important. D'accord. Oui, Julie. Non, juste, on a une question d'un téléspectateur pour vous. On l'écoute et puis vous répondez ensuite. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis en terminale et je fais un bac art appliqué. Donc c'est tout ce qui concerne la communication, le stylisme, le design d'objets ou d'espace. Et j'ai choisi une orientation bien spécifique pour après le bac, en sachant que les débouchés de ma section ne sont pas toujours faciles, voire même assez restreintes. Et je voulais savoir comment s'assurer d'être pris où on souhaite. C'est compliqué. C'est un peu une question sur mesure, là. Ça concerne notre téléspectateur. Et c'est une question qu'on nous pose souvent, notamment sur nos salons où voilà, ce genre de questions reviennent. C'est des questions assez spécifiques. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de travailler sa lettre de motivation sur Parcoursup, son projet de formation motivé, et d'aller, on a parlé de JPO tout à l'heure, les journées portes ouvertes, d'aller voir les écoles. Aller sur les journées portes ouvertes, rencontrer les étudiants, rencontrer les professeurs, retenez le nom du professeur à qui vous avez parlé, et dans le projet de formation motivée, dites, le 5 janvier, je suis allé sur telle école et j'ai rencontré monsieur machin qui m'a parlé de votre école, ça m'a donné très envie, et les écoles adorent ça. Les écoles adorent vraiment ça et ça mettra la... Sentir qu'on est motivé par un établissement en particulier. D'ailleurs, dans les arts appliqués, les écoles d'art, bien sûr, avec qui j'ai pu parler en salon, elles ne vont pas forcément regarder la qualité du travail parce qu'elles sont là pour former les élèves. Ce qui compte, c'est la motivation, toujours la motivation. Oui, c'est pour ça que les lettres de motivation, ça reste important et de savoir les rédiger aussi. Merci Thibaut, vous restez avec nous si vous voulez croquer dans un petit macaron tout à l'heure. J'y compte bien. Tout à l'heure. D'ailleurs, Laura Jane, vous qui êtes toute jeune, à quel moment ça s'est décidé dans votre parcours, la pâtisserie? Alors, j'ai toujours été gourmande, déjà. J'ai commencé par, après le brevet, dans un lycée hôtelier que j'ai vite abandonné parce que ça ne me plaisait pas globalement. Du coup, j'ai quand même fait un bac général, mais je me suis lancée dans la pâtisserie il y a simplement 2 ans. Donc, je suis revenue vous êtes revenue à vos premières amours. Voilà, exactement. Mais c'est bien. Et en plus, la pâtisserie, ça a la cote. On va en parler tout à l'heure, c'est dingue, sur les réseaux sociaux. C'est devenu un métier qui était un peu le métier des cancres, ou ceux qui ne savaient pas trop quoi faire, les métiers de bouche. Et là,
Ça, le vent en poupe. Allez, on y revient dans quelques secondes. Pour l'instant, on va rejoindre notre Rafale dans sa future forêt. Lui aussi, c'est une belle plante, mais je crois qu'il a fini de pousser, là. La croissance est terminée. Oui, Vincent, je suis toujours du côté de Méry-sur-Oise dans le 95 et j'ai rejoint Philippe qui bosse à l'ONF, l'Office national des forêts, que vous connaissez évidemment. Si tu devais me donner une comparaison, une fois que la forêt ici qui est en train de naître sera à maturité, elle sera grande comment ? Elle sera grande, par exemple, un petit peu moins grande que la forêt domaniale de Montmorency, qui est située pas très loin. C'est le même ordre d'idées en termes de taille, d'échelle de massif forestier. Bon, ça nous promet déjà de jolies balades. Tout à l'heure, on a dit en amont de l'émission que les sols étaient pollués et que c'est aussi pour ça qu'on plantait justement cette forêt. J'imagine qu'il a fallu sacrément réfléchir pour se dire quel arbre est-ce qu'on va mettre ici alors que les sols sont un peu compliqués. Oui, on s'est posé la question, on s'est un peu gratté la tête et la meilleure réponse qu'on a trouvée, c'est effectivement de ne pas choisir qu'une seule essence, mais d'en choisir plein, en capacité de croître sur ces sols à la fois pollués, mais assez pauvres aussi. Et donc, on a mis en place tout un panel d'essences qui puisse, à l'avenir, en fait, assurer la reprise. Si une essence se trouve en difficulté demain, du fait de la pollution, du fait du changement climatique, on en a sur une même parcelle 4, 5 ou 6 autres qui peuvent prendre le relais. Florine Constant m'accompagne chaque matin et puis elle va vous montrer quand même tous ces bébés arbres qui sont en train de pousser. Quelles espèces d'arbres sont en train de pousser ? Alors ici, on a planté du bouleau, de l'érable plane, de l'érable sycomore, du tilleul à petites feuilles. On a planté aussi de l'aulne blanc, du chêne pubescent. Au total, sur le projet, on aura une trentaine d'essences différentes qui vont être installées. Et là, Philippe, je remarque qu'il y a ces bébés arbres, je les appelle comme ça, sont protégés. Ceux-là, on les protège de quoi ? On les protège du lapin. Parce qu'on est dans une zone assez ouverte, donc on peut en avoir quelques-uns et ça peut poser des problèmes. Ils peuvent venir ronger les bourgeons terminaux des plants. Et là, par exemple, on a un petit arbre qui n'est pas protégé, celui-ci. Pourquoi ? En fait, on a réparti le risque en termes de protection, parce qu'une protection, ça coûte cher. Donc, on a choisi de ne pas protéger la totalité des plants mis en place. On en protège de l'ordre de 70%. Donc là, à côté de nous, juste devant nous, il y en a un qui n'est pas protégé. C'est un tilleul. Et puis, à côté de nous, un peu plus là-bas, il y en a qui sont protégés, effectivement. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir moi-même apporter ma pierre à l'édifice ? Mais bien sûr, je pense que ce serait nécessaire et que tu pourrais faire avancer le projet en plantant. Allez, je vais planter au moins un arbre, ce sera dans une dizaine de minutes. Enfin, si vous êtes toujours avec nous, hein. À tout de suite. Oui, Rafale, pierre à l'édifice. Attention, si vous plantez une pierre, ça ne pousse pas, hein, les pierres. Il vaut mieux planter du bois. Allez, mes amis, on va immédiatement continuer notre belle émission avec une échappée belle en compagnie de Célia Semama. Célia, je pense qu'à l'approche du week-end, déjà, ça vous donne des ailes, hein, ça c'est clair, mais surtout à l'approche des vacances et de la Saint-Valentin, je vous sens très romantique ce matin. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, je vous propose d'abord un voyage dans le temps, Vincent. Génial. Exactement, direction l'île des Impressionnistes à Chatou dans les Yvelines. Une île à l'atmosphère assez particulière puisque lorsqu'on y va, on a vraiment l'impression que le temps est suspendu et ce sentiment est d'autant plus fort lorsqu'on se balade du côté de la Maison Fournaise qui a reçu un nombre incalculable d'écrivains et de peintres du 19e siècle. Aujourd'hui, cette maison, c'est un musée qui fête le centenaire de la disparition du célèbre peintre impressionniste Auguste Renoir au travers d'une exposition. Ce même Renoir qui, d'ailleurs, 139 ans plus tôt, était justement sur ces lieux pour peindre le célèbre tableau Déjeuner des canotiers qu'on peut peut-être voir ici. Ah oui. Mais alors, en quoi cette exposition est si particulière ? Alors, elle est particulière parce que plus qu'une exposition, il s'agit vraiment d'un voyage immersif. D'ailleurs, sur place, on va par exemple retrouver des casques de réalité virtuelle, des tablettes de réalité augmentée, puis surtout l'hologramme de Renoir. Alors, je vous rassure, cet hologramme, il est incarné par un comédien qui va nous raconter un peu comme un bon copain, ses anecdotes, ses amours, ses galères, et puis surtout notamment ses réflexions autour de la peinture. Autant d'anecdotes tirées de ses correspondances et de son journal intime, donc ici, rien n'est inventé. Donc, vous l'aurez compris, il s'agit d'une façon assez
assez surprenante, innovante et plutôt ludique d'aborder l'art de Renoir. Donc ici, la visite, eh bien, elle dure environ 45 minutes, c'est jusqu'au 27 septembre. Les places varient entre 7 et 9 euros. Et puis, pour les amoureux, n'hésitez pas à vous balader sur l'île. C'est assez romantique. Je savais que vous laisseriez aller à un moment donné. Hein. Restez donc sur cette note amoureuse pour notre prochaine sortie. Direction le célèbre et magnifique Palais Garnier qui propose cette année un ballet quintessence du romantisme. Je vais bien évidemment... complètement. Gisèle, dont le nom d'ailleurs est inscrit sur le plafond du palais qui a donc été peint par Chagall. Donc sachez qu'en tout cas, 124 ans après sa création, celui qui reste perçu comme l'un des ballets classiques les plus dansés au monde revient sur les planches. Et bien évidemment, tutu vaporeux, grâce et enchantement sont au rendez-vous. La preuve en images. Et voilà. C'est pas le genre de ballet que je voyais, moi, qui suis assez fort au ballet, mais surtout dans la cuisine. En tout cas, voilà, ce ballet qui est chorégraphié par Jean Coralie et Jules Perrault raconte l'histoire d'un prince, Albrecht, qui tombe fou amoureux de la belle paysanne Gisèle. Et alors que, bien que déjà fiancé, il décide quand même de se déguiser en villageois pour la séduire. Malheureusement, il s'agit d'une histoire assez tragique où l'amour et la mort s'entrelacent, mais sans nous lasser une seule seconde. Je vous en dis pas plus. La Saint-Valentin, comme vous le disiez tout à l'heure, arrive à grands pas. Et c'est plutôt un bon plan qui, je suis sûre, ravira votre dulciné. C'est jusqu'au 15 février. Les places varient entre 12 et 150 euros. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a un vrai gap. Il y a un gap. Dans le carré VIP. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Alors, Gisèle, c'est plus tellement utilisé comme prénom, c'est dommage. C'est charmant. Quoi. Il y a un côté. Oui, c'est un peu ringos. Oui, c'est pas grave. Désolé pour les Gisèle qui nous regardent. Non, moi j'aime bien, vraiment. Alors, si on restait un peu dans un grand classique romantique, puisque vous êtes déguisé en cœur, là, vu la couleur. Rouge. Exactement. Et alors, cette fois, pour cette dernière sortie, j'ai décidé de vous parler d'un film qui a vraiment marqué les années 90 et qui a surtout permis à Patrick Swayze et Demi Moore d'entrer au Panthéon. Vous dites pas Swayze? Ah non. Ah non, moi je dis pas. Bon, bien. Moi, je dis Patrick Swayze et Demi Moore qui donc sont vraiment entrés au Panthéon avec ce film, et je fais bien évidemment référence au film Ghost de Jerry Zucker qui a quand même raflé 2 Oscars et 3 millions d'entrées en France. Le film refait son apparition 30 ans après, mais version comédie musicale cette fois au Théâtre Mogador à Paris. On regarde. Chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de bien, j'ai peur de le perdre. Je t'aime vraiment. Mais comment tu peux croire une voyante d'Harlem qui se pointe à ta porte? Je suis plein d'audace, je saute en point de persil. Arrête ça, Molly, c'est pas toi qui es morte. Bordel de Dieu, tu en danger, meuf. Et voilà. Un spectacle mis en scène donc par Véronique Bandelier qui raconte bien l'histoire de Sam et Molly, un couple qui file le parfait amour jusqu'à ce que, comme vous l'avez vu, Sam se fasse tuer en pleine rue devant sa dulcinée. Il fera en tout cas la rencontre d'une voyante qui sera la seule à entendre sa voix et qui jouera du coup le rôle d'intermédiaire avec Molly. Ici, la voyante est jouée par la délicieuse Claudia Tagbo qui est un véritable vent de fraîcheur. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle au décor très réussi où on se laisse assez séduire bien évidemment par le scénario. À voir jusqu'au 21 juin, les places varient entre 26 et 89 euros. Ça a marché pour vous? Vous avez fondu en larmes? Ah, c'était terrible. Il faut dire que le film, c'était un peu... surtout pour les femmes, parce que oui, elles sont plus mises en émotion que les mecs qui voient ça d'un œil un peu distant parfois. On n'est pas tout à fait pareil au cinéma. Mais c'est un très, très, très beau film. J'espère que la comédie musicale lui fait honneur. Ah bah oui. Alors malheureusement, Célia, heureusement pour nous, on n'a pas le temps de faire un quiz. Je sais que d'habitude, vous adorez essayer de nous coller, mais là, on aurait été ridicule, donc c'est pas bien juste avant les vacances. Après, on part sur une mauvaise idée. En tout cas, merci. Baladez-vous bien pendant vos vacances. Ramenez-nous
des belles adresses. Hein. Et restez avec nous, vous aussi, vous avez droit à votre macaron cœur dans une seconde. Mais pour l'instant, on va partir du côté de la maison des experts. Je dis experts, je ne sais pas pourquoi, parce que j'espère que c'est bien. Jean-Pierre va nous changer les vitres à toutes nos fenêtres. C'est notre bricoleur maison. Bonjour, moi c'est Isaac, je viens avec Jérôme. On vient rencontrer JP pour apprendre à changer le verre d'une fenêtre. Bonjour Isaac, bonjour Jérôme. Bonjour JP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer le verre d'une fenêtre. Génial. Allons-y. La première étape pour changer notre carreau de fenêtre va consister à enlever la partie qui est cassée. Nous avons donc bien sûr commandé un verre chez le vitrier en prenant les dimensions et en enlevant 5 mm d'un côté et 5 mm de l'autre côté. Donc on va se servir d'un marteau et d'un vieux ciseau à bois. On va le mettre comme ceci, on a retourné notre fenêtre et on va taper ici. D'accord. D'accord, entre la feuillure en bois et le verre. C'est parfait, on a fait tomber l'intégralité du verre. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape. La deuxième étape pour changer le carreau d'une fenêtre va consister maintenant à nettoyer la partie sur laquelle le verre s'appuie. On va enlever le mastic qui est là, plus tous les morceaux de verre qui restent. Au moment où vous enlevez le mastic, vous allez tomber sur des clous, des petits clous. Ce sont les clous qui maintiennent la vitre en place le temps qu'on mette le mastic. Il faudra l'enlever avec une petite pince. Si jamais il reste quelques petites aspérités, on peut utiliser un gros morceau de papier de verre gros grain pour finir de fignoler. Voilà, maintenant on va positionner notre verre. On va le fixer avec des petits clous pour le maintenir. Voilà, notre glace ne bouge plus. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape. La dernière étape de la pose de notre carreau de fenêtre va consister à le fixer définitivement avec un cordon de mastic vitrier à l'huile de lin. On va faire des boules et on va les malaxer. On appuie bien pour que le mastic aille bien dans tous les interstices entre la vitre et le bois. Alors maintenant, on va lisser notre joint, on va se servir d'un couteau. Alors là, c'est un couteau de mastiqueur, de vitrier, mais on pourrait tout autant utiliser un couteau droit. On va partir d'un angle et on va exercer une pression en longeant le bord du bois. On va maintenant enlever toutes les petites imperfections en utilisant un petit mélange d'huile de lin avec de la térébenthine. Et voilà, vous avez absolument été top. Ce joint est nickel. On va attendre 10-15 jours avant de peindre avec une peinture à l'huile, surtout. Merci JP. Merci beaucoup JP. On résume. Afin de changer la vitre cassée d'une fenêtre, mesurez la taille du carreau à changer en partant des bords extérieurs du mastic, en enlevant 1 cm, puis commandez-le. Retirez le verre cassé. Retirez le mastic et les clous du cadre, puis installez le nouveau carreau et maintenez-le à l'aide de clous. Fixez votre carreau avec du mastic vitrier à l'huile de lin, puis lissez-le avec un couteau. Et voilà comment changer simplement la vitre de sa fenêtre. Je regarde autour de moi, qu'est-ce qui change les vitres ce week-end? Non. Il faut être un peu balèze quand même. On va demander à Jean-Pierre de venir. Oui, on va demander à Jean. Alors, moi, je suis plus fort à la mastication qu'au masticage, parce que c'est ça qui pose problème quand même dans le changement. Alors, je vais vous dire un truc, personne ne nous écoute. Jean-Pierre est un des 2 membres de Daft Punk. Sous un des casques, il y a Jean-Pierre. C'est pour ça qu'il passe sa musique en permanence derrière ses reportages. Mais c'est ça un secret, ça reste entre nous. Allez, mes amis, on va immédiatement s'occuper un peu de notre Rafale, qui est toujours dans sa forêt. Du côté de Méry-sur-Oise, dans le 95, dans le 9-5, vous voyez, c'est où? C'est au nord de l'Île-de-France. Voilà, et il va replanter. Ce matin, déjà qu'il avait bien planté, là, mais il replante. Alors ce matin, Vincent, j'ai intégré l'équipe des planteurs ici à Méry-sur-Oise dans le 95. Ça va tout le monde? Ça va. Voilà, et puis je suis avec Antonio qui va m'apprendre à planter. Ça va Antonio? Ça va. Bon Antonio, on va planter quoi là ici? L'alisier blanc. De l'alisier blanc, alors regardez, c'est tout petit jusque là, mais il faut s'imaginer que dans 20-30 ans, ça fera 15-20 mètres quoi. Oui, ça, plus que ça encore. On y va, tu me montres? Oui. Alors on y va. Évidemment, je me suis armé d'une pioche. La pioche fait la 2 mètres.
On avance sur 2 mètres. Allez, 1, 2, on est bien là. La pioche à côté du jalon. Alors, on regarde le jalon, vous voyez pas, il est derrière Florine Constant, mais on est dans l'axe du jalon. Oui. Tu me montres? Oui, c'est fait comme ça. Ouais. Côté de... Ah bah, il faut avoir un peu la main verte. Hein. Après, se met la pioche. On met la pioche, on lève la terre évidemment, et on va planter. Racine là au fond. Et tu après, se fait comme ça, coupé. Et on tape un petit peu avec les pieds. Ouais. C'est ça. Bon, à moi d'essayer? Ok, on y va. 2 mètres? 2 mètres. Vous comptez avec moi. 1, 2. Ok, là c'est bien. Et la pioche. La pioche, regarde, elle est droit devant moi. C'est toi qui... On va changer de rôle. C'est toi qui tiens le micro et moi je prends la pioche. Tiens. D'accord. Tu le tiens bien là devant ton D'accord. visage. Tu Ok, mets la donc- pioche à côté du jalon. Hop. C'est bien là. Tu mets la pioche au fond. Ah, la pioche est au fond. Ok, et ensuite je dois planter là. Évidemment, je prends l'alisier, je le mets là. Tiens, à toi. Se met là-bas au fond. Hop. Se met au côté terre que pioche. Qu'est-ce que je fais là? Que pioche. Se met un petit peu de terre. Ah, comme ça là? Ouais. Ok. Se met la main et tu mets la coupée. Comme ça. Bah voilà. Juste la main et on tasse un peu avec les pieds. C'est pas plus difficile que ça. Bon, on en a encore pour là. Bah si, non mais j'allais dire c'est difficile parce qu'en plus il y a beaucoup de vent. Hein. Oui, s'il y a beaucoup de vent, ils se mettent les plans là au fond. Ils se mettent le paix. Après, ils se mettent un petit protection. Bah voilà, faut pas se louper. Bambou et un petit gaine. Ah, et on va mettre une petite gaine aussi. Parce que la chasse, c'est de manger. Ah oui, pour éviter évidemment ce que nous disait Philippe tout à l'heure, que les animaux viennent manger les petits, ces petits bouts d'arbres qu'on est en train de planter. Bon, bah on a encore... Sur la paix. C'est moi, un petit peu. Ah oui, attention les lapins. Après, Eh ben si les lapins ils nous détruisent le travail, qu'est-ce qu'on va faire, Antonio? Bah on sait pas. Après, l'année prochaine, c'est à garni. Ah bah la prochaine fois ce sera de l'autre côté. Ok, bon bah on continue, on y va. Bon bah à tout à l'heure, hein. Moi je repars au travail avec Antonio et les copains. Tout le monde est prêt les gars hein? Ouais. Allez, c'est parti. Faut qu'il laisse parler Antonio. Antonio a envie de raconter son métier et comment faire. Puis Raphaël le coupe tout le temps. C'est un peu emmerdant quand même. En tout cas, on sait où Raphaël va passer ses vacances. Hein. Il est bénévole dans la forêt de mairie pour replanter des arbres. Allez, pendant 15 jours. C'est obligatoire. Hein, et je checkerai en bout de stage. D'ailleurs, Thibaut Cogent, on parlait tout à l'heure de l'orientation des étudiants. Est-ce que c'est bien sur un CV, sur une lettre de motivation, de dire qu'on est bénévole, qu'on se mobilise pour les autres? Est-ce que les écoles regardent ça? Certaines regardent énormément ça. En fait, pour la licence de sport, la licence TAPS, qui est très 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 demandée, c'est même un critère. C'est-à-dire qu'ils vont demander aux jeunes d'expliquer en quoi ils s'impliquent dans leur club de sport, par exemple, en quoi ils encadrent des jeunes, s'ils ont un brevet de secouriste, s'ils ont le BAFA, c'est des trucs qu'il faut vraiment valoriser. Ouais. Oui, parce que ça montre que vous ne souciez pas que de votre petit nombril. Hein, voilà. Et c'est important de vivre en société, et puis ensemble c'est mieux, on le sait bien. Allez, d'ailleurs, nous, bénévoles, on adore ça, on met un coup de projecteur sur ça tous les vendredis grâce à Julie. Et ce matin, on recherche des bénévoles qui ont gardé leur âme d'enfant. En effet, c'est l'association Rejouer qui nous a contactés. Cette association francilienne offre une seconde vie aux jouets. Vous le savez, hein, au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils laissent des jouets de côté ou alors certains sont cassés. Et bien surtout, ne les jetez pas. Rejouer les récupère et les répare pour ensuite les revendre dans ses boutiques. Elle a 2 boutiques, une à Paris, une à Ivry-sur-Seine. Elle gère donc les collectes et la réparation. Ça, c'est fait grâce à des personnes en insertion. Mais elle a aussi besoin de bénévoles et c'est pour ça qu'elle a besoin donc de vous. On écoute Nathalie Houry, la directrice de Rejouer. Vous avez envie de vous investir dans une mission à la fois ludique et solidaire? Le réemploi du jouet est une nécessité pour vous. Rejouer est l'association qu'il vous faut. Rejouer est une association qui collecte, rénove et revend des jouets et des livres en bon état. Elle favorise ainsi le retour à l'emploi de femmes et d'hommes en parcours d'insertion, de quoi préserver la planète et développer l'emploi local. Nous recherchons des bénévoles pour des missions sur Paris et le Val-de-Marne. Vous êtes disponible, curieux, motivé, force de proposition. Alors, par moi, exemple, j'aime bien ça. Hein. Parce que c'est plus sympa de bosser dans les jouets que dans l'industrie chimique, par exemple. Par exemple. Et puis, si vous êtes nostalgique de vos années Lego, si vous adorez construire des engins ou des vaisseaux avec ces petites briques, par exemple, Rejouer a besoin de vous une fois par semaine dans son atelier de Vitry-sur-Seine. Si votre truc, en revanche, ce sont plutôt les livres, et là encore, Rejouer compte sur vous en semaine pour participer à des bourses aux livres dans les écoles de la région. Alors, donc, avis aux passionnés, aux créatifs, aux lecteurs, aux curieux, ça vous intéresse, n'hésitez pas à proposer, à envoyer votre candidature à la
l'adresse bénévolat@rejouer.asso.fr. Vous trouvez Ouh là là, vous le notez, hein, c'est noté. Hein. Oui, c'est noté, c'est noté. Ça s'inscrit aussi sur l'écran, bénévolat@rejouer.asso.fr. Vous trouverez aussi d'autres missions sur la plateforme de tousbénévoles.org. Maintenant, c'est à vous de jouer. Oui, là aussi, on sait où Julie va passer ses vacances. Hein. Ah oui, au milieu des jouets, ça me va très bien. Ah oui, je sais que vous adorez ça. Et d'ailleurs, Laura Jane, est-ce que vous aviez une dinette quand vous étiez petite? Oui. Ah, vous jouiez à la cuisine? J'aimais bien tout mettre en place, mais après, je jouais pas. Eh ben, Pareil avec les poupées. C'est ça. Mais mettre en place, c'est important. Ouais. Vous allez voir où ça mène. Ça mène à la boîte. À la box en sucre, cette box en sucre dont vous êtes la créatrice après avoir en fait passé un CAP de pâtisserie, passionné de pâtisserie que vous étiez. Il n'y a pas si longtemps que ça parce que vous êtes jeune. Oui. Il y a combien de temps que vous avez passé ce CAP? Je l'ai passé l'année dernière. L'année dernière. Plusieurs mois. Plein de choses se sont passées entre-temps, donc ça paraît loin. Alors, Laura Jane, on vous voit évidemment sur les réseaux sociaux et notamment sur votre page Instagram avec toujours des beaux gâteaux, des belles préparations. Parce qu'à la fois, vous vous inspirez des préparations, des recettes, des gâteaux des autres, mais vous faites vous-même vos recettes et vos kits. Exactement. Comment est née l'idée? Et expliquez-moi en fait comment ça fonctionne. Alors, il y a une box chaque mois. Ouais. Un peu comme les box en général, sauf que nous, je dis nous parce que c'est moi et ma maman, je fais pas tout toute seule. Il n'y a pas de système d'abonnement, c'est beaucoup plus simple. Il y a une boutique en ligne, il y a des box, vous les achetez. T'en veux, t'en prends. Voilà. Voilà, c'est ça. Une, deux, trois. On choisit le thème qui nous intéresse pour faire des macarons. Là, par exemple, c'est macarons rouges assortis à vous Rouge baiser. pour la Saint-Valentin. Donc, je vous montre. Ah oui, attendez, je viens avec ma petite caméra. Parce que moi aussi, j'ai mes accessoires. Moi aussi, j'ai mes joujoux recyclés. Alors, je vous attends. Ben oui. Donc, on ouvre. Donc là, c'est pour faire les macarons. Vous avez donc les ustensiles. Vous avez d'abord le dépliant. Très détaillé, je cache. Ah ouais, attendez. Ouh là, ça m'intéresse. Illustré. Ah oui, vous avez tout le pas à pas. Ah oui, et il y a un tuto aussi. Retournez et vous verrez. Attendez, hop. Tuto. Il est où le tuto? C'était là. Ah bah voilà, je cherchais. Ici. Génial. Ah, sur Jane la pâtissière. C'est moi, Jane la pâtissière. Ah oui. Ah bon, on n'aurait pas deviné. On sait jamais. En fait, vous appelez Laura, mais Laura Jane, et c'est Jane qui est restée. C'est ça. Donc là, vous avez le thermomètre, vous avez la douille de buée. Pourquoi? Parce qu'on a de la fièvre quand on fait de la pâtisserie? Non, c'est pour la meringue. C'est c'est important. C'est tout un Mais truc. c'est génial parce qu'il y a tout. Pré-pesé, etc. Vous avez juste à rajouter les ingrédients frais. Mais alors vous, ça vous oblige à un sourcing assez compliqué parce qu'il faut que vous fournissiez, que vous stockiez et ensuite que vous conditionnez en petites portions. Exactement. C'est ça votre boulot? Oui, bon maintenant c'est quelqu'un qui le fait pour moi, mais... Ouais, non, mais c'est en tout cas entre le moment où vous avez l'idée d'un gâteau, d'ailleurs, est-ce que vous répondez à la demande? C'est-à-dire est-ce que vos suiveurs, vos followers, comme on dit, vont vous dire « Oh, on aimerait bien avoir un cake marbré, boum, bon, ben d'accord, je vous fais pour le mois prochain. » Exactement, on m'a réclamé la tarte au citron et petit spoiler, ce sera la prochaine. Waouh, j'ai spoilé la recette déjà presque. C'était un truc un peu mystérieux. Alors, parlez-nous de ces macarons. Vous avez un couteau ou pas? Moi, je peux croquer dedans. Vous faites ça en direct, tout de suite, vous croquez dedans pour nous montrer l'intérieur? Bah oui. Au moins l'ouvrir en deux, ouais. Alors, je le croque ou je le coupe? Bah, faites comme vous le sentez. allez-y. Voilà. Bon, du coup, c'est moi qui vais parler un moment. Au milieu, on va appuyer. Là. Laura, on parle pas la bouche pleine à la télé. Maman. Je me fais engueuler quand je le fais, moi. On va vous passer avez l'assiette un après. confit de framboise au milieu. Ouais. Vous le voyez ici. Ouais. Là, c'est une ganache au chocolat Manjari du Valrhona. De chez Valrhona. C'est un Donc, chocolat un petit peu acidulé. Il se marie très bien justement avec les fruits rouges. Donc, c'est parfait pour là. Et les coques de macarons qui sont rouges pour la Saint-Valentin. Alors, justement, les ingrédients que vous mettez, tout y est. Il n'y a rien besoin de... Si, peut-être les ingrédients frais. Peut-être du beurre ou éventuellement de la crème. Tiens, il y a Juliette qui passe. Piquer les macarons. Ah bah, elle est rapide. Elle est rapide, notre Juliette. Voilà, elle va en offrir à Thibaut et à Célia.
Pour avoir testé les macarons, donc là, il y a tous les ingrédients. La difficulté, parfois, c'est le four aussi. C'est important pour pas qu'ils craquellent, non? Il n'y a pas une astuce Non, franchement, c'est plus simple que ce que les gens disent. D'accord, donc ça va. c'est... Oui, bah, quand on a son CAP... Non, mais Laura. sincèrement, parce que toutes les recettes, toutes les box que je vends, il y a vraiment tous les niveaux qui y réussissent tous, quoi. D'accord. Vraiment, que ce soit des choux aussi, la pâte à choux, les macarons, tout, vraiment, aucun problème. Et dedans, il y a la poche à douille pour dresser les douille. coques. Ah bah voilà, Oui. c'est ça. Hein. Parce que le plus difficile, c'est peut-être la régularité des macarons, c'est-à-dire de les La faire taille. tous de la même taille, hein, des coques. Oui, ça, oui. Oui, bah non mais... Alors, vous me faites rigoler parce que vous, évidemment, vous avez un CAP. Bah, c'est ça. Mais sinon, il suffit de faire un petit gabarit. Ah. Sur le papier sulfurisé, D'accord. des petits ronds. Et on pousse jusqu'à ce que ça remplisse le cercle, Voilà, le gabarit qu'on a exactement. dessiné, Et comme comme ça, un ils sont patron. tous de la même taille. Voilà, exactement. En cuisant, ça s'étale un peu ou pas? Très peu, mais Et il faut goûter en face. Vous avez peur ou quoi? Ils ont peur, regardez. vexer, moi. Ils savent se tenir. Ouais, c'est ça. Savoir ce que vous mangez. Non, mais goûtez et dites-moi au moins. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce mélange fruits et chocolat, ganache et confit de framboise. Voilà, un peu plus. Ça doit être pas mal, ça. C'est le macaron spécial Saint-Valentin, ça, alors. Exactement, bah oui. Hein, c'est un toi et moi, en quelque sorte. voilà. Hein. C'est le baiser d'amour pâtissier. À quoi c'est coloré? On peut savoir? Colorant, tout simplement. Un petit colorant rouge alimentaire. Voilà. Sans histoire, qu'on met dans la meringue, puisque c'est une meringue, en fait, Exactement. une meringue à l'amande. Et on va aller voir notre Raphaël, qui, lui, est privé de dessert aujourd'hui, mais qui a de beaux arbres en perspective. Hein. Oh là là, Améry. Ah bah les amis, il va falloir vous armer de patience avant de venir aux champignons dans cette forêt. Par exemple, elle sera taille adulte, une forêt qu'on connaît donc dans quoi 50 ans? Oui, d'ici une cinquantaine d'années, elle ressemblera aux forêts qu'on peut connaître autour et les massifs forestiers qui sont déjà établis. Mais d'ici là, elle va passer par différents stades et on va la voir grandir. Et pour la voir grandir, vous pouvez d'ailleurs aller sur un site qu'on a mis à disposition pour que vous puissiez suivre l'étendue justement de la croissance de cette forêt. Oui, c'est le site du SMAP, donc qui est le maître d'ouvrage de ce projet. Donc c'est smap-forêt.fr. Quand même, dans quelques mois, là, en avril, on va s'attaquer au nettoyage du site de Bauer. C'est pas très loin d'ici. Il y a 25 000 mètres cubes de déchets, d'ordures sauvages qui se sont amassés là depuis une dizaine d'années qu'il va falloir nettoyer. Avant qu'on en arrive là, qu'est-ce qu'on peut faire en forêt? Ne pas ramener de déchets et les garder avec soi. Tout simplement, la forêt, la nature en général n'est pas un endroit où l'on dépose ses déchets, on les met dans sa poubelle et on les emmène dans un centre de traitement. Merci beaucoup Philippe. Les amis, nous on se retrouve très vite évidemment pour une autre initiative positive. D'ici là, vous connaissez les réseaux sociaux, @France3FR, @France3 Paris d'ailleurs, je me trompe, sur Instagram et aussi sur Twitter. Salut. Merci Raphaël et bonnes vacances dans ta forêt. Si on peut dire, enfin dans cette forêt future, il va falloir l'attendre. Moi j'étais plongé dans le catalogue de la box en sucre avec, je vois qu'il y a encore dispo la couronne pistachée, le Happy Banoffee, le framboise vanille. En fait, tout ça sont des kits qui sont en boutique, enfin en stock, oui. Qu'on peut encore commander. Oui, mais il y en a d'autres aussi. Le prix environ d'une box 35 €. Ah oui, je pense que pour un beau dimanche en famille, pour se faire ses gâteaux, c'est bien. Merci beaucoup à Laura Jane, notre jolie pâtissière, qui vous enverra la box si vous êtes sage. Je vous souhaite de bonnes vacances, Thibaut, Célia. Passez du moment. Alors, non, parce que je dis ça parce que Julie et moi, on est un peu d'astreinte, en fait. Oui. Nous, on va être là. On est là. Le matin. Ah, oui, parce qu'il y a le meilleur du meilleur, le best-of des meilleurs ensemble, c'est mieux de la saison. Et tous les matins, on va les lancer. Vous nous regarderez ? Ah bah dites donc, il y a intérêt. Allez, bonnes vacances à tous et on se retrouve au Salon de l'Agriculture pour le lundi dans 2 semaines. Ça doit être le 24. J'y serai sur mon terrain.